chemins de la musique, Christian Rosset, bonjour. Morton Feldman, le singulier, a toujours reconnu ses dettes, envers Webern ou Stravinsky, et surtout Varèse. Il écrit à la mort de ce dernier « Qu'aurait été ma vie sans Varèse ? Car en mon fort intérieur le plus secret et tortueux, je suis un imitateur. Ce n'est pas sa musique, son style que j'imite, c'est son attitude, sa manière de vivre dans le monde. Au lieu d'inventer un système comme Schoenberg, Varèse a inventé une musique qui nous parle par son incroyable ténacité plutôt que par sa méthodologie. Lorsqu'on écoute Varèse, on se demande comment a-t-il fait ça, lui, et non pas comment cela a-t-il été fait. Question de temps, cruciale chez Feldman. Composer est un travail qui se vit au présent de l'écoute, en engageant le corps entier, la mémoire et tous les sens. Il a déjà été question du toucher, des relations entre l'ouïe et la vue. Laissons de côté l'odorat, difficile problème du rôle de l'odorat en musique, et préoccupons-nous un peu du goût. Feldman disait qu'il aimait bien vivre, bien manger, qu'il était gourmand et gourmet, et qu'il aimait la vitesse, car disait-il, dans son art, il se sentait mourir très très lentement. La seule réalité en musique, dans la clarté de son énoncé, le son. C'est ce qui relie Webern, Stravinsky, Varèse et Feldman. Ce goût du timbre, du silence, comme déposé sur une toile temporelle, une surface où vivre sa vie de son en toute liberté. Ici, pas de psychologie, pas de connotation facile, mais une profonde mélancolie, au sens ancien, pré-romantique, de mal de l'âme, qui est l'exact opposé du caricatural vague à l'âme. D'apparence calme et mesurée, la musique de Morton Feldman est d'une extrême tension, comme en équilibre sur un fil tranchant et donc fragile. On comprend donc que la quête de la durée soit aussi importante et nécessaire. Feldman notait en 1969, alors que dans la vie, nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter l'angoisse, en art nous devons la rechercher. Il y a cette sensation de quelque chose d'imminent. Et ce qui est imminent, nous le constatons, n'est ni le passé ni le futur, mais simplement les 10 prochaines minutes. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, et nous n'en avons pas besoin. Cette émission sera en 2 temps. Nous continuerons, dans une dizaine de minutes justement, en compagnie de Jean-Yves Bosseur, de tenter de caractériser la singularité du compositeur américain, évoquant entre autres ses affinités avec son aîné Samuel Beckett. Mais auparavant, nous vous proposons de rencontrer le pianiste Roger Woodward, venu à Paris interpréter pour le Festival d'automne 1997 Triadic Memories, une des œuvres de très longue durée que Feldman a composées dans les 10 dernières années de sa vie. Morton Feldman, 1926-1987. Troisième parcours, les sens, la mémoire. Roger Woodward. He was a huge man with a big meaty face. C'était un homme de forte corpulence, avec un visage énorme ressemblant à une tranche de viande, de grands yeux extrêmement doux et de longs cheveux gras qu'il brossait en arrière. Il parlait avec un fort accent du Bronx et portait de grosses lunettes noires sur ses yeux en forme d'amande.
He came to a concert of mine in a place in England called Dartington. Morton Feldman est venu à l'un de mes concerts à Tartington en Angleterre. C'était lors des cours d'été de la BBC en 1972. Je me souviens d'une pelouse très très verte et de cet homme immense assis sur cette pelouse en train de jouer aux échecs, fort mal d'ailleurs. Il a laissé le jeu d'échecs, je pouvais le voir à travers un vitrail. Il s'est levé et est entré dans la salle de concert. Je jouais la sonate Hammer-Clavier de Beethoven. Il était accompagné de Sir William Gluck et de quelques autres compositeurs qui étaient là à l'époque. Après ça, il a écrit 3 merveilleuses œuvres pour moi. Ce fut le début d'une grande amitié qui a duré de 1972 à sa mort en 1987. When Feldman was asked, perhaps some of your works are too long. Quand on disait à Feldman que quelques-unes de ses œuvres étaient trop longues, Is the Odyssey too long? il répondait: est-ce que l'Odyssée est trop longue? When I go on this journey, for example, the journey of the second Lorsque j'interprète string quartet, Triadic Memories, c'est comme si je partais en voyage. Il s'agit d'un long voyage. On peut aussi évoquer le voyage du second quatuor à cordes qui dure 5h30. Triadic Memories peut durer de 75 minutes à 2h30. It's a wonderful journey. C'est un voyage formidable. When I came to Paris from London, it took me just 3 hours. And that was a wonderful journey. Le voyage de Londres à Paris n'a duré que 3 heures. C'était aussi un voyage formidable. Mais celui de Triadic Memories est beaucoup plus intéressant pour moi. La question est de savoir de quelle manière on aime voyager. I think it depends on many factors. One of them is a perfectly prepared instrument. L'interprétation d'une œuvre comme Triadic Memories dépend de nombreux facteurs. D'abord, il faut un instrument très bien préparé, accordé, réglé à la perfection. Not only the notes, but the sounds. That was the early days with this piece. Au début, je jouais seulement les notes et les sons. Par la suite, j'ai commencé à trouver les arcs-en-ciel. After the rainbows is the silence, the sweet silences. Et puis après les arcs-en-ciel, les silences doux, les longs silences, les silences menaçants, les silences célestes, les silences mystérieux, toutes sortes de silences différents. The durations. And then, as I got a little bit older again, I found that
Un peu plus tard, the durations j'ai découvert que of les durées space and prenaient de form l'espace, des formes, and the dimensions des dimensions of différentes. space and form and the play of the silence and the sounds within this. Et que mon jeu était created entre a le whole silence new et le symmetry. son, dans ce So contexte it was d'espace yet et de another forme. discovery. La manière And d'interpréter it's like les being sons et les overwhelmed silences créait une nouvelle symétrie. All the Ce fut time une autre by découverte pour moi. something you think you know well. But it's like anything C'est comme si else j'étais bouleversée par quelque chose que je connaissais in déjà. life. Mais c'est comme ça pour tout dans la vie. Jean-Louis Bossard, est-ce qu'on peut dire que la musique de Feldman est singulière? Ah ça, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en quoi elle est singulière? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit pour caractériser cette singularité? Elle est à la fois monolithique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'aspects qui font que aucune autre musique n'est à la fois orientée sur un tempo aussi lent, sur des dynamiques aussi douces, etc., sur une sorte de gel de toute transformation tout au long de la pièce. Donc ça, c'est quand même des aspects très propres à la musique de Feldman. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on entre dans les partitions, on s'aperçoit que chaque partition a ses propres processus. C'est-à-dire que Feldman ne se répète jamais. Alors, il y a des cycles de pièces chez Feldman, évidemment, avec des réponses entre les pièces, si on peut dire, enfin, ou des appels entre les pièces, mais il a chaque fois une manière différente d'aborder le phénomène. C'est un peu, il est très proche finalement de Beckett quelque part, hein, et c'est pas du tout un hasard si les deux personnages se sont, je crois, bien rencontrés à travers leur création mutuelle, là. Je crois qu'il y a quelque chose qui les rapproche. Love. Alors, en ce qui concerne Feldman et Beckett, il y a deux choses qui sont très caractéristiques. C'est qu'ils sont, par rapport à la durée, en rapport inverse, puisque Beckett n'a cessé d'écrire des livres de plus en plus brefs, alors que Feldman n'a cessé d'écrire des œuvres de plus en plus longues.
Autrement dit, Beckett a travaillé contre l'envahissement des mots, enfin dans une raréfaction. Et évidemment, vous me direz que Feldman a réussi à conquérir le temps par des processus de répétition, d'une certaine façon, de phrases musicales qui finissent par donner de la durée à partir de très très peu de matériaux, parce qu'il y a certaines pièces de Feldman qui peuvent durer un quart d'heure, 20 minutes sur 2-3 notes seulement. Oui, mais je pense que justement, il avait besoin de ces très longues durées pour échapper à l'aspect dramatique de la musique, par rapport à échapper au discours. Donc, il avait besoin de cette sorte d'étirement pour arriver à ce que l'attention de l'auditeur se porte sur d'autres phénomènes que de comprendre comment la pièce se déroule, dans quel sens elle se déroule, mais d'entrer dans le son et d'y être pleinement pendant des durées qui échappent à ce que l'on pourrait considérer comme une possibilité de contrôle sur la forme. Alors ce qui me frappe dans le rapport aussi entre Feldman et Beckett, c'est que quand Feldman a écrit l'opéra Nether avec Beckett, et que ça s'est passé d'ailleurs à la fois bien et pas bien, ça s'est passé bien parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont deux hommes de sensibilité, enfin qui pouvaient se rencontrer. Mais en même temps, Beckett avait pas du tout envie d'écrire de livret d'opéra, et donc, comme vous le savez, cet opéra est presque entièrement une pièce d'orchestre, qui contient très peu de mots, comme c'est normal chez Beckett, très peu de voix sur très peu de notes. Et Feldman racontait, je crois, qu'en attendant que Beckett lui envoie 2-3 mots, il composait pour l'orchestre. Et on pourrait dire que c'est un opéra de l'attente du texte, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, et puis en même temps, si on peut dire, c'est pas un anti-opéra, parce que c'est pas contre quoi que ce soit, mais c'est vrai que une part du scandale de cet opéra, c'est que je crois que ça avait été fait pour Rome ou quelque chose comme ça, et que donc les spectateurs attendaient un opéra avec une dramaturgie, et puis là qu'on a une chanteuse toute seule sur scène, qui ne bouge pas, c'est que l'éclairage qui se transforme peu à peu. Donc là, évidemment, il y a une espèce d'épuration totale, qui allait dans un sens, je crois, aussi bien de Beckett comme de Feldman. Il y a un aspect mélancolique aussi chez Feldman. C'est un mot difficile à employer puisqu'il a été malheureusement affaibli par la vision post-romantique de la mélancolie. C'est-à-dire côté on est un peu affecté, on est un peu fatigué, tandis qu'il s'agit d'être atteint d'une souffrance intérieure qu'on appelle le mal de l'âme et dont l'art serait une manière de résister à cette souffrance et notamment en tentant de l'abolir ou de l'effacer. Oui, mais je ne sais pas si ça c'est peut-être au tréfonds de l'âme de Feldman, si on peut dire, mais je crois que c'est quelqu'un qui ne faisait pas passer ça consciemment, il n'essayait pas de mettre ça en tout cas en scène, ça je crois pas. Ça, franchement pas. On ne met pas en scène sa mélancolie, je crois que c'est un état, c'est une humeur. Non mais d'accord, mais je pense qu'il y a un certain nombre de compositeurs qui peuvent mettre cela ou qui peuvent tenter de faire passer un apport psychologique qui est leur apport du moment. Et c'est pas du tout le cas de Feldman. Feldman est avant tout un homme du son. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille à l'intérieur du son et qui est passionné par le fait de transmettre cet engouement pour le son dans son aspect fondamental, avant que, comme il dit dans certains entretiens, que les compositeurs ou les musiciens cherchent à tout prix à le disséquer, à en faire un système. Donc il cherche à être attentif à cet avènement du son. Le son comme fluide. Le son dans son énergie, c'est-à-dire dans son vécu.
On disait que les humeurs, c'était des fluides, d'une certaine façon. On peut dire que c'est comme ça que ça fonctionne chez Feldman. Je repensais évidemment à l'autre grand compositeur de cette découverte, enfin, du son, qui est Edgar Varèse. Un des derniers mots de Varèse dans ses écrits, en tous les cas, il était mis à la fin des écrits, je ne sais pas si c'est son dernier mot, c'est qu'après tout, le son n'est qu'une perturbation atmosphérique. On trouve aussi chez Feldman cet aspect atmosphérique, à part que chez Feldman, la perturbation est tellement intériorisée qu'elle apparaît presque comme non perturbante. Alors parlons des titres des pièces de Feldman. Ce qui est très curieux, c'est que comme la plupart des œuvres de peinture abstraite, les titres sont là pour numéroter, intersection 4, pensée verticale 2, ou bien donner, dire qu'il y a 4 instruments, 4 instruments, ou violin and string quartet. Et puis de temps en temps, il y a des titres qui ont l'air d'être comme des titres de romans ou de nouvelles. Par exemple, Madame Press est morte le week-end dernier à l'âge de 90 ans. Je traduis en français hein, pour les auditeurs, et etc. C'est quand même assez étonnant, tout d'un coup, cette irruption comme ça. Mais toujours cette absence de direction systématique chez lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'exclure une dimension qui peut, de temps en temps, faire intervenir un élément biographique, comme le fameux Viola in My Life. Vous connaissez la jolie anecdote avec beaucoup Rechlief, lorsqu'il dit « Je suis amoureux d'une altiste », et ce qui me permet d'écrire même des crescendo, puisque en général, la musique de Feldman était toujours très uniformément pianissimo, et dans Viola in My Life, tout d'un coup, on a des décrescendo, parce qu'il était amoureux. Enfin, tout ça avec un humour, évidemment. Je disais que c'était une musique très érotique. Alors Stravinsky qui disait qu'on ne peut pas donner ce genre de catégorie à la musique, pas plus l'humour que l'érotisme, que le tragique, que n'importe quoi. Est-ce que ça a un sens ? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Franchement, je ne sais pas. Parce que ça veut dire que c'est une musique du toucher, de l'affleurement, de la caresse, du temps suspendu, je ne sais pas, de quelque chose qui pourrait avoir un lien, en tous les cas, à une forme, disons, d'érotisme par rapport à la non-sensualité peut-être du reste de la musique contemporaine de son époque. Écoutez, c'est une musique qui révèle vraiment le sens du matériau sonore. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est une musique extrêmement sensuelle. Tout à l'heure, on a parlé du toucher de Feldman au piano, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui accordait une énorme importance à la manière d'attaquer un son, de entretenir le son et de le faire mourir. Donc, tout ça était extrêmement... C'était tout à fait important pour lui. Donc dans ce cas-là, oui, c'est vrai que c'est une musique de la sensualité, mais pas d'une sensualité débordante. C'est une sensualité inhérente au matériau lui-même, c'est-à-dire un son d'instrument à vent, un son d'instrument à cordes, comment on arrive à frotter très légèrement la corde pour faire naître le son. Bon, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et on pressent quelque chose, c'était émerveillement lorsque... on écoute la musique de Feldman, et on peut imaginer l'émerveillement que lui-même a eu à essayer de faire naître cela. Et ça, c'est quelque chose de... Quand on aime cette nudité, je veux dire, quand on aime le son
avant toutes ces épreuves de force, toutes ces prouesses que les compositeurs en général essayent de démontrer dans leurs œuvres. Quand on aime ça, simplement, comme je citais tout à l'heure, comme quand on a le plaisir d'écouter un son de trombone qui naît du silence et qui y retourne, quand ça vous suffit, ça. Je trouve que ça, c'est déjà énorme. Morton Feldman, Le Singulier, troisième parcours par Christian Rosset, avec la participation de Roger Woodward et Jean-Yves Bosseur. Réalisation Evelyne Gaillou. Extrait d'œuvres de Morton Feldman, Piano and Orchestra, Triadic Memories, Words and Music, Neither, for Samuel Beckett, The Viola in My Life. À demain pour le quatrième parcours, La loi et l'écart.